se retrouve pour cette deuxième partie du chapitre 5 sur Rome, du mythe à l'histoire. Vous prenez votre stylo rouge et vous notez grand 2, la fondation historique de Rome. Vous sautez une ligne en noir à, quand et où. Je précise, si c'est la première chose que vous notez sur votre cahier du chapitre 5, ça veut dire que vous avez raté la première partie. Donc je vous invite à fermer cette vidéo et aller chercher la partie 1. L'objectif de ce grand 2 maintenant, ça va être de comparer ce que les archéologues, c'est-à-dire les historiens, nous disent de la fondation de Rome. Est-ce qu'ils vont trouver les mêmes réponses que la légende, les mêmes dates, les mêmes lieux, les mêmes personnages, ou est-ce qu'ils vont trouver d'autres faits beaucoup plus historiques et du coup vrais? Rappel, l'archéologie, c'est la science des traces du passé. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes qui vont chercher, qui vont fouiller un petit peu dans le sol, un peu partout, des traces du passé, de l'histoire. Donc, des archéologues, là vous voyez sur le document 5, ont reconstitué ce qu'ils imaginent être la première cabane ou l'une des premières cabanes présentes sur le site de Rome. Je vous laisse maintenant lire ce texte, mettre pause et répondre aux questions. Je lis le texte pour ceux qui n'arrivent pas bien à lire sur la vidéo. Des fouilles archéologiques à Rome ont permis de mettre au jour ce fond de cabane. Donc le fond de cabane, c'est l'image que je vous ai montrée juste avant. Dans les trous étaient plantés des poteaux qui supportaient le toit. Selon les archéologues, cette cabane, construite en bois, en chaume et en torchis, aurait été bâtie au 8e siècle avant Jésus-Christ. Les fonds de la cabane ont été retrouvés sur le mont Palatin. Alors, deux petites notes. La première note vous indique chaume, c'est donc de la paille utilisée pour fabriquer des toits, et torchis, un matériau de construction composé de paille et de terre. Donc je réfléchissais ce que je prenais le surligneur. Première question. Quand apparaissent les premiers habitats sur le site de Rome? Vous avez la réponse juste ici. Il s'agit du 8e siècle avant Jésus-Christ. Deuxième question, on vous demande à quoi ressemblent ces premiers habitats? Tout simplement à des cabanes. Avec quoi sont-ils construits? Donc ça, c'était indiqué dans les notes, entre parenthèses, du bois, de la chaume et du torchis. Quelles traces les archéologues ont-ils trouvé? Alors là, c'était la question un petit peu plus complexe. La trace, ça veut dire sur quoi sont tombés les archéologues. Ils sont tombés sur un fond de cabane. Bon, alors du coup, on voit plus trop dessous, mais je vous l'ai écrit. Un fond de cabane. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le noter, c'est simplement pour vous, pour savoir. Le fond de cabane, c'est quoi? C'est les trous, en fait, que les poteaux ont formés au sol. Donc en fait, ils ont fouillé, ils ont creusé et tout, et puis dans la pierre, dans la roche, ils se sont rendus compte qu'à intervalles réguliers, et puis en faisant tout le tour, comme ça faisait finalement la délimitation d'une cabane. Grand B. Qui et comment? Deux peuples de bergers et de paysans ont construit ces cabanes, les Latins et les Sabins. Les rois étrusques, peuple venu du nord de l'Italie, ont pris la suite et ont bâti des monuments. Le petit village devient peu à peu une véritable cité. Donc là, je vous ai mis directement le bilan à écrire sur votre cahier, parce que j'avais pas vraiment de document intéressant à vous montrer pour avoir ces conclusions. Je vous mets juste cette petite photo. Voilà. Comme ça, vous associez bien les peuples qui ont fondé Rome, c'était des peuples, non pas de moutons, mais de bergers. Concernant les Étrusques, retenez bien leur nom, c'est un peuple très célèbre, mais j'ai pas non plus beaucoup de détails à vous donner à leur sujet. Il y a beaucoup aujourd'hui encore de doutes sur leurs origines, on ne sait pas trop encore d'où est-ce qu'ils viennent. Par contre, on connaît quand même leurs coutumes qui étaient très très proches de celles des Romains et des Grecs. Vous pouvez maintenant recopier ce tableau dans votre cahier. Vous prenez la largeur du cahier pour faire les trois colonnes. Ici, une, deux et trois colonnes. Et puis vous pouvez prendre 10 carreaux, donc un carreau, puis deux, deux, deux et deux.
Une fois que vous avez fait ça, à vous d'aller chercher les informations dans votre cahier. Pareil, s'il vous plaît, faites cet exercice. Allez chercher, relisez les bilans, réécoutez éventuellement si vous voulez les différentes parties du grand 1 et du grand 2. C'est important pour bien retenir pour la suite. Passons à la correction. Rome a été fondée en 753 avant Jésus-Christ d'après la légende, c'est-à-dire au 8e siècle. Ce serait Romulus qui aurait fondé la ville sur le mont Palatin en tuant son frère Rémus après avoir consulté les augures. D'après l'histoire, Rome a été fondée au 8e siècle. On n'a pas de précision sur la date, l'archéologie ne peut pas être précise à ce point-là, mais cela valide quand même l'hypothèse que Rome aurait été fondée en 753. Qui a fondé la ville? On ne sait pas trop, en tout cas on sait qu'à cette époque-là, ce sont deux peuples, les Latins et les Sabins, qui vivent dans le coin. Où la ville a-t-elle été fondée? Sur le mont Palatin. Donc l'archéologie valide cet aspect de la légende. Comment? Là par contre on n'a pas trop de sources. Les archéologues, les historiens ont simplement mis en avant que ce sont les rois étrusques qui transforment le village en véritable cité. Pour retenir différemment, je vous propose d'aller voir cette vidéo sur YouTube, Rome, une ville née du Tibre, qui vient de l'émission des Racines et des Ailes. Je vous la proposerai dans la liste de vidéos que je vous diffuserai à partir du milieu de la semaine dans la rubrique blog de l'espace des classes. Avant de commencer le grand 3, je vous propose cette frise chronologique que vous pouvez recopier à la maison. Voilà, ça nous présente les principales dates importantes à retenir pour ce chapitre. Alors en fait, ici, il s'agit du chapitre 7, je crois, ou 8, je ne sais plus dans votre programme, qu'on ne fera pas parce que je l'ai résumé et je l'ai collé à la fin du chapitre 5 sur Rome pour que ça fasse un ensemble cohérent. Donc première date importante que vous avez retenue, 753, la fondation de Rome. Les rois étrusques sont au pouvoir jusqu'en 509 où la République va s'installer. Elle va s'installer jusqu'en -27 et elle va être remplacée par la fondation de l'Empire. Et enfin, dernière date importante, la fin de l'Empire romain d'Occident en 476 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez qu'en tout, Rome a été fondée donc au 8e siècle avant Jésus-Christ et sa domination perdure jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Une petite date plutôt anecdote, mais pourquoi pas, -44, la mort de Jules César, personnage que vous connaissez souvent. Ça permet de le replacer dans son contexte. L'objectif du Grand 3, c'est de voir comment est-ce que l'Empire romain s'est développé, comment est-ce qu'il a conquis des territoires très très vastes. Sauf que ces territoires très vastes qu'il a conquis ont commencé déjà sous la République. Donc on va faire un rapide rappel des conquêtes faites pendant la République et ensuite on verra un petit peu comment est-ce que l'Empire romain domine son territoire. Prenez votre stylo rouge pour noter Grand 3, l'Empire romain. Vous sautez une ligne en noir, Grand A, la création d'un vaste empire. Pour ceux qui ont le manuel, vous pouvez voir page 128-129 ce chapitre et vous allez bien voir qu'effectivement on est passé sur un chapitre différent, distinct de celui qu'on est en train de faire. La question que l'on se pose, quelles ont été les conquêtes successives de la République romaine, puis de l'Empire? Alors, petite parenthèse sur le personnage que je vous ai présenté là sur l'image, que vous connaissez, que vous reconnaissez, j'espère, à savoir Jules César. Donc, c'est un personnage issu d'une bande dessinée, de la bande dessinée Astérix, pardon. Voilà, c'était simplement un petit clin d'œil, puisqu'il se trouve que l'un des auteurs, Albert Uderzo, est décédé il y a quelques jours, là. Voilà, donc c'était un petit hommage. Vous avez cette carte dans les documents dossiers partagés sur Arsène pour l'imprimer. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, vous pouvez éventuellement demander au collège qui vous l'imprime. Sinon, je vous donnerai quand on se reverra ce document.
l'Empire romain s'est constitué au fur et à mesure des années. Vous voyez que la légende nous indique que nous avons 3 phases de conquête. Une phase en rouge ici, c'est-à-dire les conquêtes de Rome jusqu'en 272. N'oublions pas que Rome, c'est ce petit point noir ici. Donc la ville a conquis le territoire à ses alentours. Puis en orange, les proches voisins. Donc les premières conquêtes concernent les peuples voisins de la péninsule italienne, de l'autre côté de la mer Adriatique. D'ailleurs, il manque un petit bout ici pour fermer la mer. Donc le littoral sur la Grèce, la Sicile, la Sardaigne ainsi que la Corse. À partir de 264 avant Jésus-Christ, Rome va affronter Carthage, ici. Donc ça, c'est les territoires de Carthage. Et donc Carthage, c'est l'autre grande puissance de la Méditerranée. Vous voyez que là, il y a un petit point noir, donc Rome ici, Carthage ici, qui se font face. Et donc, Rome va être en guerre permanente et va réussir à prendre le contrôle, pas encore de Carthage, ça interviendra en 146, mais tout le littoral ici de l'Afrique, jusqu'à Chypre, jusqu'en Asie mineure. Donc Chypre, c'est l'île qui se trouve ici. L'empire, c'est quoi en fait? L'empire, c'est une forme de gouvernement dans lequel le pouvoir va appartenir à un empereur. Attention justement par rapport à cette carte, c'est que l'empire peut aussi désigner l'ensemble des territoires placés sous l'autorité d'un même chef, que l'on va appeler du coup l'empereur. On va essayer de retenir une date importante de ces conquêtes, une date que vous avez peut-être déjà entendu parler, et qui se situe ici. C'est une bataille que l'on a eue en Gaule, en moins 52. C'est une bataille qui a été remportée par Jules César, justement. Si vous avez suivi aussi la frise chronologique, vous vous rappelez qu'il est mort en 44 avant Jésus-Christ. Et en fait, pendant une dizaine d'années, dans les années 50 avant Jésus-Christ, il a conquis toute la Gaule. C'est pour ça aussi que nous, en France, on se rappelle souvent plutôt de cet empereur-là. Donc en moins 52, c'est la bataille d'Alésia, qui a été perdue par les Gaulois et donc remportée par les Romains. Vous pouvez maintenant noter. Durant la République, Rome a conquis un important territoire situé autour de la mer Méditerranée. La bataille d'Alésia est une bataille célèbre qui a eu lieu en moins 52 en Gaule et qui a permis à César de conquérir toute la Gaule. Alors en fait, il y a eu plein de batailles en Gaule entre les années moins 58, moins 52, mais la bataille d'Alésia, c'est vraiment l'ultime, la dernière qui va signer la conquête de la Gaule. Jules César a été victime de ses succès. En fait, il a été perçu d'un très mauvais œil le fait qu'il revienne très glorieux de ses nombreuses conquêtes. Et à Rome, on s'inquiétait que Jules César veuille mettre en œuvre une monarchie et qu'il devienne le seul personnage à respecter, la seule personne qui aurait le pouvoir. Donc, il a été victime d'une conspiration et les sénateurs ont comploté pour l'assassiner. Une guerre civile va éclater à la mort de Jules César. Cette guerre civile va être remportée par Octave Auguste, que l'on voit représenté sur ce camée ici. Donc un camée, en fait, c'est un bijou avec des détails. C'est-à-dire que là, si vous passiez le doigt sur ce camée, vous sentiriez un petit peu tous les détails. Donc là, j'entoure Octave Auguste. Donc Octave Auguste, c'est le personnage qui va succéder à Jules César et qui va asseoir sa domination sur l'Empire romain. Sur ce camée, on voit représenter différentes figures et vous remarquez qu'en premier lieu, nous avons des divinités. La déesse Rome ici, la déesse Cérès, qui représente la prospérité. Nous avons aussi le symbole impérial, avec l'aigle qui se trouve à ses pieds. Et puis, très important, la succession qui se trouve ici en la personne de Tibère. Donc Tibère, ça sera un petit peu la même chose qu'Octave Auguste pour Jules César, ça sera un fils adoptif, c'est-à-dire que Octave Auguste, il est pas bête, il va choisir parmi les guerriers les plus valeureux, les conquérants les plus valeureux plutôt, puisqu'il s'agit quand même d'un chef de guerre, un fils, un héritier, on va dire, pour lui succéder. Je vous demanderai maintenant, vous, de travailler. Relevez 3 provinces conquises par les empereurs au 1er et au 2e siècle après Jésus-Christ.
Vous pouvez mettre pause, réfléchir et on corrige. Pour répondre à cette question, c'est important de maîtriser toujours la lecture de cartes. Donc vous avez des couleurs, des différentes couleurs, vous avez une légende ici. On vous demande donc des provinces conquises par les empereurs au 1er et au 2e siècle. Donc il faut aller chercher dans la légende quelque chose qui pourrait correspondre. En vert foncé, l'Italie. Bon, ça ne nous intéresse pas l'Italie. En vert clair, province romaine au début du règne d'Octave Auguste, c'est-à-dire en 27 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que là, on est avant Jésus-Christ. Donc ce qui va nous intéresser, ça va plutôt être la couleur beige, les provinces romaines à la fin du règne d'Adrien. Donc là, on est sûr qu'on est bien après Jésus-Christ. Alors, vous pouviez citer la Bretagne, la Maurétanie, la Dacie ou la Cappadoce. La Cappadoce, pardon. Quels sont les deux fleuves qui marquent les frontières de l'Empire romain au nord? Pour répondre à cette question, c'est simple, vous suivez les tracés bleus. Donc ici, nous avons le Rhin. Et ce tracé bleu là, très long, c'est le fleuve qui s'appelle le Danube et qui se jette dans la mer Noire. Donc les deux fleuves, c'est le Rhin et le Danube. On est bien au nord de l'Empire romain, donc c'est bien la réponse. Vous pouvez noter. À la mort de Jules César en 44 avant Jésus-Christ, Octave Auguste transforme la République romaine en empire. Pendant 5 siècles, de 27 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ, les empereurs organisent la vie des citoyens et diffusent le modèle romain. Nous allons maintenant nous intéresser à ce modèle romain. Vous notez en noir, grand B, la paix romaine et la romanisation, et vous répondez aux questions en mettant pause sur l'image. Quel passage du texte montre que l'Empire est en paix? Il suffisait de lire simplement la première phrase et vous aviez déjà la réponse, puisqu'on vous indique « Le monde entier est en fête, il a abandonné son équipement de guerre pour se livrer à la joie de vivre. » Donc le casque, le bouclier, l'épée, hop, tout ça au grenier, c'est la fête, on sort, on profite, c'est la joie de vivre. Ça a permis de développer une activité économique. De quelle activité économique s'agissait-il? Du commerce. Évidemment, puisque les gens ne se font plus la guerre, on arrête de se taper dessus, bah du coup on peut commercer ensemble, faire des échanges, vendre du blé, vendre des matériaux, des bijoux, etc. Quel passage montre que Rome est au centre justement de ces échanges? Alors je vais prendre une autre couleur. Alors cette fois-ci la réponse était au milieu du texte. Et la ville de Rome est comme un marché commun de toute la terre. Donc cette phrase nous indique que Rome est au centre des échanges et que c'est un marché commun. Question suivante. D'où vient le blé qui arrive à Rome? Pour répondre à cette question, il fallait maintenant voir la fin du texte. Alors je vais prendre une autre couleur. Dernière phrase. Vos céréales, ce sont l'Égypte, la Sicile et la partie cultivée de l'Afrique, c'est-à-dire près de Carthage, qui les produisent. Donc les trois zones à relever, Égypte, Sicile et Afrique. Question 5. Relève d'autres produits qui sont acheminés vers Rome. Vous avez dû remarquer que, encore une fois à la fin du texte, mais un peu avant la dernière phrase, on vous parle des tissus de Babylone et des bijoux des pays barbares. Ce qui est important de retenir avec ce document, c'est que Rome a réussi à pacifier un territoire très vaste, à l'intérieur duquel, du coup, s'est développé le commerce. Vous avez ici une fresque qui représente un bateau dans le port d'Ostie. Ostie, donc, c'est un petit port qui permettait à Rome de recevoir toutes les marchandises de l'Empire. Donc vous avez ici un porteur avec sur le dos des sacs de grains, il n'est pas tout seul, il est suivi par plein d'autres porteurs, et il monte sur le bateau pour déposer. Ici vous voyez qu'il y a un deuxième porteur qui verse le blé dans le sac, et ici vous avez un magistrat
le magistrat de la nonne, qui va permettre de vérifier que le chargement est bon, que tout va bien. Et ici, vous avez le capitaine du bateau. Alors, Ostie, c'est un port qui se situe aujourd'hui ici. Donc ça, c'est une carte de Google Maps que j'ai prise directement. Donc vous avez ici la mer Méditerranée. Et puis là, en bleu, on le voit un petit peu, vous avez le Tibre qui va passer à l'intérieur de Rome, qui s'est bien développé depuis, évidemment, hein, ça c'est la Rome actuelle. Et donc Ostie, c'est un petit port qui va accueillir toutes les marchandises et les amener à Rome. Vous notez ensuite, grâce à la paix romaine, les routes commerciales sont sûres et le commerce se développe dans toute la Méditerranée car la monnaie romaine est utilisée dans l'ensemble de l'Empire. Celle-ci permet aussi de diffuser l'image de l'autorité impériale. Je vous ai mis un petit document qui est aussi dans votre manuel pour vous montrer un petit peu à quoi pouvaient ressembler des monnaies. Donc là, vous avez l'avers d'une pièce d'or de l'empereur Trajan qui date du IIe siècle après Jésus-Christ. Et là, vous avez aussi l'avers d'un sesterce de Sabine qui représente la femme de l'empereur Adrien qui date aussi du IIe siècle après Jésus-Christ. Ces monnaies sont importantes parce qu'elles vont permettre d'inscrire l'empereur dans une lignée avant lui. Donc vous avez Trajan, le nom de l'empereur qui est représenté, et vous avez tout un tas de petites abréviations que l'on vous détaille tout autour. Ici, vous avez KS, IMP, OG et DAC. Donc en fait, on va inscrire Trajan dans la lignée de Caesar, c'est-à-dire Jules César. On va préciser que c'est un impérator, c'est-à-dire un chef de guerre, un général en chef. Il est aussi affilié à Augustus, Auguste, l'élu des dieux. Et on va aussi préciser là le peuple d'Aquicus, le vainqueur du peuple Dace. Donc Dacicus, ça fait référence évidemment au nom des Daces. Vous avez devant vous le plan de la ville romaine d'Arelat qui se situe en Gaule narbonnaise. À gauche, vous avez un plan d'une ville romaine, ici, et à droite, vous avez une photo d'une ville française. Il se trouve que ce plan et cette photo illustrent la même ville. Arelat pour les Romains, qui aujourd'hui s'appelle Arles et qui se situe dans le sud de la France. Vous avez le Rhône qui est ici le fleuve du Rhône et vous retrouvez le fleuve de ce côté-là. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre cet exemple? C'est pour vous montrer qu'en fait, dans l'Empire romain, les Romains vont apporter, vont diffuser, vont romaniser en fait des territoires qui avaient d'autres cultures. Ici, nous avons donc le Cardo et le Decumanus qui sont des axes routiers qui permettent d'orienter la ville du nord au sud et de l'ouest à l'est. On peut retrouver aussi des monuments romains tels que le forum, la basilique ainsi que la curie, des thermes, les théâtres et des arènes. Que reste-t-il de tout cela aujourd'hui? Eh bien, vous avez une photo qui vous l'illustre. On a un amphithéâtre ici, et nous avons encore aujourd'hui le théâtre. En entrant en contact avec des populations très diverses et variées dans tout l'Empire romain, les Romains vont apporter avec eux leur culture. Quelques photos ici vous présentent des théâtres. Vous avez ici la modélisation d'un théâtre romain, dans lequel vous avez toujours un mur de cette sorte-là. Alors vous voyez que ce théâtre romain-là s'est inspiré du théâtre antique d'Orange qui se situe en France, qui est un des plus beaux exemples de théâtre très bien conservé. Vous avez un autre exemple à Lyon. Alors là, vous voyez que les sévices du temps ont fait leur œuvre, puisque là, on a les gradins qui sont très sévèrement touchés. On voit plus que les fondations autour qui permettaient de supporter les gradins. Donc là, en fait, il faut s'imaginer qu'il y avait encore des gradins qui continuaient tout autour.
Et à Lyon, ils ont perdu le mur qui aurait dû, comme ici à Orange, être bâti ici. Ces théâtres, on en retrouve la trace même jusqu'en Syrie. Ici, vous avez le théâtre antique de Bosra, très très bien conservé aussi, mais beaucoup plus petit que celui d'Orange. En même temps que les théâtres, on voit fleurir un petit peu partout des amphithéâtres. Ici, vous avez l'amphithéâtre de Pula en Croatie. Évidemment, le maître, le master, l'exemple modèle, le Colisée de Rome en Italie. Vous en avez un à Nîmes, dans le sud de la France, pas très loin d'Arles qu'on a vu tout à l'heure. Et vous en avez même jusqu'en Allemagne. Ici, l'amphithéâtre de Trèves. Alors celui-ci, vous voyez, a été très fortement dégradé. Il ne reste plus que la piste au milieu. Il n'y a plus les gradins, il n'y a plus rien. Les aqueducs, ce sont des structures très très importantes pour les Romains et qui sont typiques de la romanisation en fait. Vous avez donc un aqueduc en Turquie, vous en avez aussi en Espagne, vous en avez en France, et puis vraiment, vraiment partout dans l'Empire romain. J'ai vraiment pris des photos de ceux qui sont encore présents aujourd'hui, puisque évidemment ce ne sont pas des photos d'époque, vous voyez bien qu'il y a des voitures, donc on n'est pas sous l'Antiquité. Donc ces aqueducs, ils servaient à quoi? Ils servaient à capter de l'eau à partir d'une source d'eau, et grâce à une inclinaison très savamment calculée, on va l'amener jusqu'à la ville la plus proche. Et malheureusement, bon, si votre ville elle est ici, pas de souci, impeccable, vous avez juste à creuser un tunnel. Si par contre votre ville est beaucoup plus loin et que le relief ne vous permet pas de la relier à un point d'eau, vous construisiez des aqueducs. Les thermes sont eux aussi des bâtiments qui témoignent de la romanisation. On en trouve partout dans l'Empire. Je vous ai mis ici les photos des thermes de Bath au Royaume-Uni et de Schleichheim en Suisse. Alors je ne suis pas du tout au point sur la prononciation. Ce sont des thermes, vous voyez pour le Royaume-Uni, encore en très 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 bon état, que l'on peut visiter, hein. Là, il y a des touristes un petit peu partout qui regardent. En Suisse, par contre, on ne voit que le dessous en fait. Ça, là, cette espèce de pièce avec des petits monticules, c'est ce qu'on aurait en dessous du bassin, et c'est ce qui permettait, avec des foyers chauffants, de chauffer l'eau. Puisque dans les thermes, vous allez avoir des bassins froids, des bassins chauds, et l'objectif en fait est de se balader, de se promener, de se baigner, de discuter. C'est vraiment des lieux de vie, des lieux de détente, de partage, de sociabilité pour les hommes et les femmes. Vous pouvez noter maintenant. Dans les villes de l'Empire, les habitants adoptent le mode de vie des Romains en les adaptant à leurs propres pratiques. C'est ainsi que les villes prennent modèle sur Rome en construisant à leur tour des théâtres, des amphithéâtres, des aqueducs et des thermes. Le chapitre 5 est maintenant terminé. À vous de vous assurer d'avoir bien lu et surtout bien compris le cours. Sinon, gare à la douche froide. Et cette chouette peut témoigner que c'est pas drôle de se prendre une douche froide. Une fois que vous êtes sûr de vous, vous pouvez vous rendre sur Cuisinière et faire le test. Alors, comme on me l'a suggéré dans les commentaires de la dernière vidéo, merci Sullivan, j'ai remis le lien dans la description de la vidéo ainsi que les codes classe, comme ça ce sera plus simple. Vous aurez juste à cliquer en dessous dans la description pour pouvoir vous connecter au test. J'insiste, relisez bien votre cours, c'est pas la peine de répondre au quiz tout de suite en ayant vu la vidéo une fois. Vous pouvez très bien faire le test vendredi à la fin de la semaine, c'est pas grave. Le tout c'est que voilà, vous ayez bien compris et bien retenu l'essentiel de la leçon.